Buffalo Bill dans Le Silence des agneaux. Tous ces personnages ont été inspirés de mêmes faits vécus. Les crimes indicibles d'un seul homme. Il s'appelait Ed Gein. Les bons auteurs de fiction pouvaient s'inspirer de Ed Gein pour créer à peu près tous leurs personnages de films d'horreur, parce qu'à lui seul, il en a toutes les caractéristiques. Gein a commis des crimes contre les vivants et contre les morts. Les actes pervers de cet esprit dérangé révèlent à cette société bon enfant le démon qu'elle porte en son sein. Son univers tordu a passionné l'Amérique tout entière. Ce qui n'était au départ qu'une relation mère-fils deviendra le creuset d'un demi-siècle d'horreur. Il y a quelque chose chez Gein qui déclenche en chacun de nous une curiosité morbide. L'histoire est si macabre, si étrange, si perverse qu'on ne peut détourner le regard. How long have you known Mr. Gein? 7 years. What kind of a man did you know him as? Well, he's a nice man, just like anybody else. The only difference I'd say in the man, he seems to be a little odd. Personne ne considérait Plainfield comme un village de rêve. À l'automne 1957, il comptait quelques 700 habitants. Des gens tranquilles et travaillants, vivant sur les basses plaines du Wisconsin. On y trouvait la principale quincaillerie de la région, un marché d'alimentation, un ou deux restaurants et un bar. À peu de choses près, il était tout à fait semblable à une centaine d'autres villages du Wisconsin. Tout cela a changé au cours d'un week-end glacial, suite à une disparition mystérieuse et une terrible découverte. Le samedi 16 novembre marque le début de la saison de la chasse au chevreuil, un rituel annuel dans le Wisconsin. À Plainfield, on ne chasse pas pour le plaisir, mais pour manger. Les prises sont suspendues dans les granges où elles sont ensuite dépecées, éviscérées et découpées en morceaux. Tous les hommes allaient à la chasse et la rue principale était donc presque déserte. Étrangement, Bernice Wharton n'a pas ouvert les portes de sa quincaillerie. Bien qu'elle devait être derrière son comptoir, la propriétaire de 58 ans est introuvable. J'habitais en face du magasin de Bernice Wharton. Il me semble que c'est dans l'après-midi que les gens ont commencé à se demander pourquoi le magasin n'était pas ouvert et où pouvait bien être Bernice Wharton. Quand son fils est rentré de la chasse, il a trouvé le magasin sans dessus-dessous. Il y avait du sang sur le plancher. Il a appelé la police, qui a lancé une enquête pour savoir ce qui s'était produit. Interrogé par la police, le fils de Bernice Wharton parle d'un client habituel qui était justement venu la veille pour vérifier le prix de l'antigel. Il s'agit d'un dénommé Ed Gein, un vieux garçon de 51 ans qui habite une ferme isolée à l'extérieur des limites du village. Chaque personne joue un rôle précis dans cette ville. Ed Gein était non pas tout à fait l'idiot du village, mais l'excentrique. Oui, c'est ça, l'excentrique du village. Ce soir-là, 2 heures après avoir appris la disparition de Bernice Wharton, le shérif Arch Sly et un de ses hommes se rendent à la ferme d'Ed Gein. L'endroit aurait été idéal pour fêter l'Halloween. On aurait dit une maison hantée, située à l'écart du village. Il n'y avait aucune lumière et aucun signe de vie. Les portes de la maison sont verrouillées. Les policiers décident donc de jeter un coup d'œil dans le hangar à bois.
Ils sont entrés avec leurs lampes de poche. Il faisait très noir parce qu'il n'y avait ni lumière ni électricité. Soudain, l'un des policiers a senti quelque chose frôlant son épaule. Il s'est retourné et éclairé la chose. C'était le corps de Bernice Worden. Elle était pendue par les pieds, décapitée et étripée comme un chevreuil. Ed Gein est arrêté le soir même. Le laissant en cellule à la prison du comté de Waushara, les policiers poursuivent la perquisition. Ils entrent prudemment dans la maison où une scène horrible les attend. Ils se rendent compte que la mutilation du corps de Bernice Worden n'est que la plus récente horreur commise par Ed Gein. Le 16 novembre 1957, des rumeurs de meurtre courent dans la paisible petite ville de Plainfield, dans le Wisconsin. Le corps mutilé et décapité de Bernice Worden a été découvert le soir même dans un hangar appartenant à un résident de 51 ans, Ed Gein. Gein est emprisonné et les policiers s'apprêtent à entrer dans sa maison pour la première fois. La nuit est froide et noire, et il n'y a pas d'électricité. Les hommes ne disposent que de lanternes et de lampes de poche pour éclairer la scène. Toute la maison de Gein était dans un état de malpropreté dégoûtant. Elle était encombrée de déchets accumulés depuis des années. C'était le chaos total. Le ménage n'avait jamais été fait. La cuisine était sans dessus-dessous. Il y avait de la vaisselle sale partout, des journaux jonchaient le sol, un vrai dépotoir. Les policiers trouvent toutefois beaucoup plus que de la saleté. Des restes humains sont éparpillés un peu partout dans la maison. Les enquêteurs étaient abasourdis et stupéfiés de découvrir une incroyable collection d'objets fabriqués avec des restes humains. Il y avait entre autres des calottes crâniennes converties en bols. Ils ont aussi trouvé des breloques qui étaient en réalité des mamelons humains enfilés. Ils ont trouvé un interrupteur à cordon d'une lampe fabriquée avec des lèvres de femme. Ils ont trouvé un tas d'autres restes humains. Dans ce qui semblait être la salle de séjour, ils ont trouvé des abat-jours et des fauteuils tapissés de lambeaux de peau humaine. Ils ont trouvé des masques. Il semble que Gein écorchait la tête de ses victimes, bourrait la peau de papier et l'accrochait au mur en guise de décoration. Chaque nouvelle découverte est plus sordide que la précédente. C'est alors qu'un policier trouve un sac de papier. Il l'a ouvert et il a vu une touffe de cheveux. Il a avoué plus tard ne pas savoir ce qui l'avait incité à plonger la main dans le sac et en retirer son contenu. Il découvre avec horreur le visage d'une femme. Pire encore, c'est le visage d'une femme que les policiers connaissent. C'est celui de Mary Hogan, la tenancière d'un bar local disparu 3 ans plus tôt. Pendant 30 heures, celui qui a apparemment commis ces horreurs refuse de quitter sa cellule et de parler aux enquêteurs. Mais une fois informé de la découverte du corps de Bernice Worden, il décide finalement de passer aux aveux. Il était tout disposé à collaborer avec la police. Tout ce qu'il a demandé en échange, c'est une pointe de tarte aux pommes garnie d'une tranche de fromage cheddar. Selon l'un des enquêteurs, Ed a mangé sa tarte et il a ensuite dit tout ce qu'il voulait savoir. Ils lui ont demandé, « Ed, qu'est-ce que c'est que tous ces corps et tous ces restes humains? Combien de gens as-tu tué ?» En voyant tous les restes humains, les policiers ont présumé qu'ils provenaient tous de victimes de meurtre. Gein s'avoue coupable de 2 des meurtres seulement, ceux de Bernice Worden et de Mary Hogan. Il affirme que tous les restes qui ont servi à fabriquer des choses
proviennent de cadavres qu'il a récupérés dans des cimetières locaux. Plainfield s'est éveillé ce dimanche en se rendant compte que la communauté abritait un monstre du nom de Ed Gein depuis des années. Mon père se sentait incapable de nous dire ce qui s'était passé. Il nous a demandé de venir voir le bulletin de nouvelles télévisé avec lui. Ed est apparu à l'écran et j'ai dit « Oh mon Dieu, c'est Ed !» Nous étions tous sous le choc. Nous étions sidérés. On n'en croyait pas nos oreilles. C'était si horrible. Nous étions stupéfiés. Sous le choc, je suppose. C'était difficile d'en parler. Ce n'est pas seulement le meurtre de Bernice Worden qui nous perturbait. C'est l'ensemble des choses terribles qu'il avait faites qui bouleversaient tant les gens. Voici un type qui avait vécu auprès d'eux presque toute sa vie, qui avait gardé leurs enfants, qu'ils avaient invités à leur table. En apprenant ce qu'il avait fait, ils n'arrivaient pas à y croire. L'onde de choc se propage rapidement dans toute l'Amérique. Des hordes de journalistes déferlent sur la petite ville. De psychotique anonyme, Ed Gein est transformé en véritable icône culturelle. Sa folie trouve sa source dans son enfance où, pour paraphraser Norman Bates, une mère est la meilleure amie qu'un garçon puisse avoir. En novembre 1957, la macabre histoire d'Ed Gein fait les manchettes dans tout le pays. Celui que les journaux appellent le boucher de Plainfield est l'objet d'une fascination morbide dans le pays. Ce que ne manque pas de constater l'écrivain Robert Bloch, qui vivait dans le Wisconsin à l'époque. C'était au moment même où l'histoire de Gein faisait les manchettes. Bloch a tout de suite su qu'il avait là une merveilleuse source d'inspiration pour un roman d'horreur. Ainsi est né le roman Psychose, qu'Alfred Hitchcock a porté à l'écran l'année suivante. Psychose est l'histoire de Norman Bates, un célibataire profondément marqué par sa mère. Ce fils et maman gèrent un motel et assassinent les jeunes femmes qui provoquent chez lui des désirs ou des impulsions sexuelles. L'un des principaux éléments qu'il a retenu de l'affaire Gein est la relation psychologique entre Ed et sa mère, qu'il utilise pour décrire les liens entre Norman et sa mère. Augusta Gein est morte depuis 12 ans lorsque les policiers entrent dans la maison qu'elle partageait jadis avec son fils. Passant d'une pièce à l'autre à la recherche d'indices qui expliqueraient ce qui incite un homme à commettre de tels crimes, il trouve une porte condamnée. Après avoir découvert tant d'horreurs déjà, il se demandait ce que pouvait encore cacher cette porte close. Quand ils l'ont défoncée, ils ont découvert une pièce parfaitement préservée. C'était la chambre à coucher de la mère de Gein. Le lit était fait, il y avait une Bible sur la table de nuit. La chambre était très poussiéreuse et dégageait une odeur de moisi. Le papier peint était d'un rose défraîchi. On aurait dit un temple consacré à sa mère. À la suite de son arrestation, Ed Gein est soumis pendant 1 mois à une évaluation psychiatrique ordonnée par la cour. Il en ressort un portrait de la vie derrière les portes closes de la ferme de Plainfield et de la descente d'Ed Gein dans l'enfer de la folie. Né en 1906 à La Crosse, dans le Wisconsin, Edward Theodore Gein est le fils d'un propriétaire d'épicerie alcoolique et d'une femme très religieuse et autoritaire. Lorsqu'il a 8 ans, sa mère, Augusta, décide que la famille doit quitter La Crosse. Il semble qu'elle ait pris cette décision parce qu'elle considérait que le Cross était un lieu de perdition.
comme Sodome et Gomorrhe. Avec l'argent provenant de la vente du magasin, la famille s'installe sur une ferme de 80 hectares, à Plainfield. Dans cet endroit isolé, la dynamique familiale devient de plus en plus étrange. M. Gein avait une étrange relation avec sa mère. Il l'aimait et la détestait tout à la fois. Il l'écoutait, l'admirait et restait constamment auprès d'elle. Elle était très dévote, pour ne pas dire bigote. Elle était très dominatrice et très résolue. Elle menait son mari et ses fils, Ed et Henry, par le bout du nez. Augusta prêchait en utilisant l'Apocalypse, selon laquelle les femmes sont des putains, des bonariens et des démons déterminés à faire du mal aux gens. Le noyau familial des Gein était un terrain fertile au développement de psychopathie. Vous avez ces 4 personnes soudées les unes aux autres et dominées par la mère. C'est un véritable incubateur de folie. Gein fréquente l'école jusqu'à l'âge de 14 ans. Élève plutôt terne, son quotient intellectuel se situe dans la moyenne. Après avoir quitté l'école en 7e année, il est simplement rentré chez lui pour travailler sur la ferme. Il n'a fait pratiquement pas de contact avec le monde extérieur. En 1940, le père de Ed meurt d'une crise cardiaque. Ed, alors âgé de 34 ans, reste avec sa mère et son frère Henry. Je crois que Henry était un homme doux et travaillant, qui tentait lui aussi de plaire à sa mère. Contrairement à Ed, toutefois, Henry savait ce qu'il voulait faire de sa vie. En mai 1944, Henry et Ed combattent un feu de broussailles qui s'est déclaré sur la ferme. Selon Ed, l'incendie était hors de contrôle et il a perdu son frère de vue. Il s'est présenté à la police pour dire qu'il ne savait pas où se trouvait Henry. Pourtant, il les a menés directement à son cadavre. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles Henry portait des blessures suspectes à la tête. Comme la famille était très affligée par cette tragédie, on s'est désintéressé de l'affaire, sous prétexte qu'ils avaient suffisamment souffert. Ed et sa mère vivent maintenant seuls ensemble, mais pas pour longtemps. Quelques mois après la mort de son fils Henry, Augusta est partiellement paralysée suite à un accident cérébrovasculaire. Quand sa mère a été malade, qu'elle a été partiellement paralysée, il s'est occupé d'elle inlassablement. Il semble qu'il la vénérait toujours autant. En 1945, Augusta Gein est à nouveau victime d'une attaque. Elle meurt en décembre. C'est un choc terrible pour son fils de 39 ans. Sa mère avait totalement sapé sa virilité dans tous les sens du mot. À ses obsèques, il agissait comme un petit enfant qui a perdu sa maman. Il pleurait de façon hystérique. Tout ce qu'il avait au monde avait disparu. Sa famille était tout ce qui l'empêchait de sombrer dans la folie. Jusqu'en 1945, le monde d'Ed Gein a été complètement défini par une mère bigote et dominatrice. Quand cette dernière meurt en décembre de la même année, il est laissé à lui-même pour la première fois de sa vie. L'homme de 39 ans vit alors seul dans une maison de ferme isolée près de Plainfield, au Wisconsin. Il gagne sa vie en faisant de petits travaux pour les gens de la ville et en battant le blé en grange. Depuis que j'étais tout petit, Eddie Gein faisait toujours partie de l'équipe. Il habitait à 3 ou 4 kilomètres de notre ferme. Parfois, nous allions lui rendre visite en auto. Je me souviens que nous nous arrêtions dans la cour et qu'il sortait de chez lui pour venir nous parler. Nous ne sommes jamais entrés dans la maison. Il n'était pas l'idiot du village, loin de là. Les ménagères de la ville lui faisaient confiance et lui demandaient de réparer ceci ou cela. Et il répondait toujours « Bien sûr, j'arrive ».
Il était très travaillant. Quand vous lui donniez $1, il vous faisait un travail d'1,50 $. Il ne lambinait pas. Il faisait tout correctement. Les gens le traitaient bien, même s'il était, comment dire, même s'il était différent. On le prenait tel qu'il était. Souvent, quand les équipes de battage s'arrêtaient pour manger, les femmes leur apportaient leur repas. Quand on les écoute aujourd'hui, les femmes disent qu'elles étaient mal à l'aise quand Eddie les regardait. Elles n'aimaient pas la façon qu'il avait de les dévisager. Il y avait quelque chose dans son regard qui m'inquiétait. Je sentais qu'il n'était pas quelqu'un en qui je pourrais avoir confiance. Il était étrange. Les gens de la ville considèrent Gein comme un excentrique inoffensif. Dans son fort intérieur, toutefois, il ne s'habituait pas à cette vie sans sa mère. Les psychiatres qui l'ont évalué ont déterminé qu'au cours des années qui ont suivi la mort de sa mère, ses problèmes psychologiques ont dégénéré en psychose. La mort de sa mère a beaucoup affecté M. Gein. Il n'avait plus personne à qui parler, à qui se confier. Il a donc laissé libre cours à ses fantasmes et autres centres d'intérêt. Sans la présence de sa mère, il ne savait plus ce qu'il devait faire. Quand il entrait dans cette maison vide et décrépite, une maison sans électricité et sans plomberie, il se retrouvait totalement seul. La mère de Gein lui avait transmis une peur maladive des contacts humains, particulièrement avec les femmes. Sa solitude l'a toutefois amené à rechercher une autre forme de compagnie, plus perverse. Gein avoue qu'à un certain moment, il a commencé à effectuer des raids dans les cimetières locaux. Ed lisait les rubriques nécrologiques. Il s'intéressait vivement à ceux qui venaient de mourir. Ed s'enquérait de la date et de l'heure du service funéraire et de l'endroit où le corps serait inhumé. Dès la nuit venue, il se précipitait au cimetière où il déterrait le mort et s'enfuyait avec le corps. Il semble que M. Gein se servait des dépouilles pour retrouver les activités qu'il partageait avec sa mère auparavant. Sa mère disparue, il avait besoin d'une présence pour la remplacer. Pour Gein, rien n'est trop macabre pour assouvir ses désirs. Bien qu'on ne sache pas si les pratiques sordides de Gein incluaient la nécrophilie ou le cannibalisme, les découvertes effectuées par la police par la suite dépassent l'entendement. Il a fabriqué ce que la police a appelé une veste mammaire. Il avait prélevé le torse sur le cadavre d'une femme et y avait fixé des courroies. Il avait aussi fabriqué des jambières avec la peau des jambes d'une femme. Il semble, selon certains, qu'il se promenait en portant la veste mammaire qu'il avait confectionnée à partir du torse d'une femme et qu'il l'attachait à son propre corps. Il semble aussi qu'il ait prélevé des organes génitaux féminins sur les cadavres, qu'il les fixait à son corps, un peu comme pour se travestir en femme. Un jour, la profanation de cadavres ne suffit plus à combler les désirs macabres de Gein. C'est à cette époque qu'il commence à fréquenter le Hogan's Tavern, un bar local appartenant à Mary Hogan, une femme grivoise qui ne s'en laissait pas imposer. C'est le bar où les chasseurs s'arrêtaient après une journée dans le bois pour prendre un petit verre. Elle était énorme, très joviale et blagueuse. On la surnommait Bloody Mary. Mary Hogan était très vulgaire. Elle parlait et jurait comme un charretier. Je crois que lorsqu'il a rencontré Mary Hogan, Gein a vu l'envers grotesque de l'image qu'il conservait de sa mère. L'après-midi du 8 décembre 1954, un fermier du coin s'arrête au Hogan's Tavern pour acheter de la crème glacée pour sa fille. En entrant dans le bar, il a tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. Il y avait du sang et de l'argent éparpillés sur le plancher. Il a tourné les talons et il est sorti de là.
Mary Hogan avait disparu. Quand Mary Hogan a été portée disparue, des gens de la ville ont avancé l'hypothèse qu'elle avait été assassinée. Chose certaine, elle s'était volatilisée sans laisser de traces. Les policiers examinent le peu d'indices dont ils disposent. Ed Gein n'a jamais été interrogé. Personne ne le soupçonne. Il était impensable que ce vieux garçon tranquille et travaillant puisse être un meurtrier. Je me rappelle que quelqu'un a dit « Je me demande bien où peut être Mary Hogan ». Gein a répondu « Elle est chez moi, je la garde chez moi ». Et tout le monde de dire « Ouais, dit c'est ça, elle est chez toi ». Les indices ne menant nulle part, il semble que la disparition de Mary Hogan restera un mystère jusqu'au 16 novembre 1957, lorsque la police découvre sa tête dans un sac de papier chez Ed Gein. Peut-être voulait-il l'intégrer dans sa vie et que c'était sa façon de l'épouser. Mais la mariée n'était qu'un cadavre. À la fin de 1957, les gens de Plainfield, au Wisconsin, sont toujours en état de choc à la suite du drame qui a secoué leur petite communauté. Ed Gein est accusé du meurtre de la propriétaire de la quincaillerie locale, Bernice Wharton. La découverte de tous ces autres crimes odieux a soudainement couvert Plainfield d'infamie et attiré une horde de journalistes de partout dans le monde. C'était le crime de l'année en 1957 et toute la presse occidentale a déferlé sur Plainfield. Had you ever been in the man's house? No, sir. Never been in there. I'd like to talk now. À mesure que le temps passait et que l'affaire occupait les manchettes, les gens de Plainfield se demandaient quand tout cela finirait, quand ils retrouveraient leur quiétude. Ça perturbait nos vies. On n'appréciait pas tout ce cirque médiatique. Un reporter britannique m'a interpellé dans la rue. Je lui ai dit que je n'avais rien à dire et j'ai poursuivi ma route. Ailleurs au pays, une nouvelle mode se répand. C'est ce qu'on a appelé plus tard l'humour Gein. Je crois que les blagues étaient une façon d'oublier la peur que les gens ressentaient. Une de ces blagues disait « Quel est le dessert favori de Gein ?» Et la réponse était « Les doigts de dame ». À la Saint-Valentin, Ed Gein a offert un présent à sa petite amie, une boîte de Farmer's Fannies. Des gens ont été chassés d'un restaurant de Plainfield parce qu'ils avaient demandé des hamburgers à la Gein. Il y avait tellement de blagues de mauvais goût. Quand quelqu'un en racontait une, les gens tentaient de répliquer immédiatement avec une autre. Le 6 janvier 1958, le tribunal doit décider si Gein est suffisamment sain d'esprit pour répondre du meurtre de Bernice Wharton. Les médecins qui l'examinent affirment qu'il souffre de schizophrénie. Ils ajoutent qu'il a des hallucinations et des idées délirantes, qu'il se croit un instrument de Dieu qui a le pouvoir de ressusciter les morts. Il parlait d'horreurs incroyables, inconcevables pour le commun des mortels, sur le même ton qu'il aurait utilisé pour parler d'aller à l'épicerie pour faire ses emplettes. Les médecins concluent finalement que sa mère est la source de tous ces problèmes. Gein a une dualité d'impulsion. L'une cherche à retrouver la présence physique de sa mère à la maison, tandis que l'autre se complaît dans la profanation de cadavres. Le journaliste Dick Leonard était assis aux côtés de Gein vers la fin de l'audition sur son aptitude mentale. Il dit avoir perçu la peur et la folie derrière le masque du monstre. J'ai regardé Ed et il m'a regardé. J'ai vu qu'il était très nerveux, qu'il avait peur.
Il m'a demandé « Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Qu'est-ce qu'ils vont me faire ?» Le juge a demandé le silence. Ma main était appuyée sur la balustrade, et il s'en est emparé et l'a serré, comme si j'étais sa mère, ou je ne sais trop quoi. Cet après-midi-là, le juge décrète que Ed Gein est mentalement inapte à subir son procès. Il est donc envoyé dans une institution psychiatrique du Wisconsin pour les criminels souffrant d'aliénation mentale. Après l'affaire Gein, la vie des citoyens de Plainfield n'a jamais plus été la même. Avant, on ne verrouillait jamais nos portes, mais après, nous avons commencé à les fermer à clé. L'affaire a mis fin à une époque. La naïveté des années 50 n'existait plus. La ville a encore une affaire à régler. Le 30 mars 1958, le dimanche des Rameaux, la ferme et les effets personnels de Gein seront vendus à l'encan. Toutefois, le 20 mars, à l'aube, les résidents perçoivent à leur réveil une étrange brume orangée dans le ciel, à quelques kilomètres de la ville. There will be an auction here Palm Sunday, but this house and the personal belongings of Ed Gein will be conspicuously absent. Call it an act of God or whatever you will. The main attraction will be missing, reduced to a mass of rubble by a mysterious fire. Gein apprend l'incendie de sa maison le matin même. Je suis allé dans la chambre de Ed et je lui ai dit que sa maison avait brûlé. Il a haussé les épaules et il a dit « C'est mieux comme ça ». Au terme d'une brève enquête, la cause de l'incendie demeure un mystère. Les résidents de Plainfield sont pour leur part soulagés que la maison ne soit plus là. Les gens de Plainfield étaient si heureux que la maison ait brûlé et que tout cela soit fini. Enfin, les journalistes cesseraient de nous harceler et les touristes ne viendraient plus à Plainfield pour voir la maison des horreurs d'Ed Gein. La vente à l'encan de la propriété de Ed Gein a quand même eu lieu le 30 mars. Les macabres objets fabriqués par Gein ne sont toutefois pas mis en vente. Tous les restes humains ont été envoyés au laboratoire de pathologie de l'État du Wisconsin. Ce qui n'a toutefois pas empêché des centaines de curieux d'assister à l'encan. La voiture de Ed Gein a été vendue à un type très astucieux qui faisait partie d'une foire et qui l'a amené en tournée. La voiture d'Ed Gein était exposée dans une foire itinérante, un peu comme une vache à deux têtes ou une femme à barbe. Elle était placée dans une tente et les gens payaient un prix d'entrée pour la voir. Entre-temps, à l'hôpital psychiatrique Central State, les préposés ont au fait de considérer Ed Gein comme un patient modèle. Ed était un homme tranquille. Il s'assoyait dans un coin de la salle commune. Nous avions de très bons fauteuils à cet endroit et il lisait le journal. Il ne parlait pas beaucoup aux autres patients. Je jouais parfois au cribbage avec lui dans la salle commune. À certains moments, toutefois, Ed a des comportements étranges. À la pleine lune, il parlait des femmes, de ce qu'il aimerait leur faire. Il passait d'un sujet à l'autre de façon incohérente. Puis, quand la pleine lune disparaissait, il redevenait comme avant. Mais il avait toujours un petit quelque chose dans le regard qui indiquait qu'il n'était pas normal. En 1968, les médecins avisent le tribunal que Gein était alors apte à subir son procès pour le meurtre de Bernice Worden. Quand il est entré dans la salle, tout le monde s'est tu. On aurait pu entendre une mouche voler. Il s'est avancé dans la salle, s'est arrêté et a salué la foule en inclinant la tête. Au terme d'un procès de 9 jours, le juge le déclare coupable.
L'homme de 62 ans est alors reparti vers l'hôpital psychiatrique pour y finir ses jours. Avec le temps, la honteuse renommée d'Ed Gein s'est estompée. Mais ses actions démentielles choquent toujours et continuent d'éveiller nos craintes les plus profondes. Au début des années 70, Ed Gein laisse s'égrener les jours dans une institution psychiatrique du Wisconsin. Il allait souvent dans sa chambre. Il s'étendait sur son lit et s'enfonçait dans une longue rêverie. Je ne sais pas à quoi il songeait, mais nous avons toujours cru qu'il pensait à ce qu'il avait fait. Gein et ses crimes sordides se sont depuis longtemps effacés de la mémoire collective. Par contre, l'histoire du boucher de Plainfield est ancrée dans les profondeurs les plus sombres de la psyché américaine. Le public l'a en quelque sorte désincarné, pour le faire renaître dans la peau d'un personnage de fiction. Une espèce de demi-dieu. Je suis Gunnar Hansen. En 73, j'ai tué 4 personnes. Je jouais Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse. À sa sortie, le film Massacre à la tronçonneuse jouait surtout dans les cinéparcs. Dire qu'il a fait scandale serait un euphémisme. Imaginez les adolescents qui s'attendent à un divertissement et à qui on présente 90 minutes infernales. Réalisé par Toby Hooper, le film met en vedette un personnage appelé Leatherface, qui porte un masque fabriqué avec de la peau humaine. Un soir, pendant le tournage, Toby m'a dit que l'histoire était vaguement inspirée de celle de Ed Gein. Il m'a dit que Gein avait servi de modèle pour la famille. Si on ne retient que le fait qu'il fabriquait des meubles avec des os et des lampes en peau humaine, qu'ils étaient peut-être des cannibales et que Leatherface portait un masque, ce sont effectivement des caractéristiques inspirées par Gein. Leatherface est en réalité Ed Gein tel qu'un enfant pourrait l'imaginer. Parce que les crimes ont réellement été commis, nous avons dû présenter Leatherface en monstre énorme, qui porte un masque de chair humaine et utilise une scie à chaîne plutôt que comme le voisin qui fait des choses horribles. 17 ans plus tard, on retrouve un autre aspect de la légende de Ed Gein dans un film à succès tant auprès des critiques que du public, Le silence des agneaux. Dans Le silence des agneaux, Buffalo Bill essaie de se confectionner un costume avec des restes humains de femmes, ce qui est directement inspiré de Gein. Le meurtrier, le voleur de cadavres, tout ce que vous voulez retrouver dans un bon film d'horreur, c'est lui. C'est ce qu'il a fait. L'imagination a entraîné Ed Gein dans toutes les directions. L'ironie, c'est que Gein était encore plus tordu que Norman Bates, plus terrifiant que Leatherface et plus psychotique que Buffalo Bill. Gein était tout cela et pire encore. Un film indépendant à petit budget sur la vie de Ed Gein est arrivé sur les écrans en 2001. J'ai pensé qu'Ed Gein serait un bon sujet de film, vu l'état mental de l'individu. C'était un homme qui vivait seul avec ses fantasmes, sa solitude et sa maladie mentale. Puis un jour, il sombre dans la folie et devient un meurtrier. Le 26 juillet 1984, Ed Gein meurt d'insuffisance respiratoire à l'âge de 77 ans. Les gens n'ont pas vraiment réagi à l'annonce de sa mort. Ils disaient simplement « Il est parti, il est mort ». Ed Gein a été enterré à l'endroit le plus approprié pour lui, aux côtés de sa mère dans le cimetière de Plainfield. Depuis la mort de sa mère en 1945, il avait toujours rêvé de la retrouver. Son vœu s'est réalisé. Quelque temps après sa mort, la pierre tombale de Ed Gein a été volée.
Retrouvée un peu plus tard, elle est maintenant conservée au bureau du shérif du comté de Waushara. Encore aujourd'hui, les préposés à l'entretien du cimetière découvrent des lettres d'amour et des fleurs déposées sur sa tombe. Personne au monde ne peut vraiment décoder complètement ce que Ed pensait et faisait. Ce qu'il a fait est contre nature. C'est de la folie. Le fait que Ed Gein ait une maladie mentale n'a rien changé en ce qui nous concerne. Quel qu'ait été son état, il a fait des choses horribles et nous n'éprouvons aucune sympathie pour lui. M. Gein est un exemple de monstre caché. Ses voisins ne le connaissaient pas vraiment. Il paraissait normal et c'est pour ça qu'il a pu leur sembler sain d'esprit jusqu'au jour où ses crimes ont été découverts. Évidemment, on ne saura jamais. Tenter de savoir comment Ed Gein est devenu Ed Gein, c'est comme se demander ce qui fait que Mozart était Mozart. On ne sait tout simplement pas.